d'avoir répondu à notre invitation. Invitation pour le lancement du livre de Monsieur Cariou, Gauguin et l'école de Pont-Aven. Gauguin et l'école de Pont-Aven, un livre édité aux éditions Azan, représenté aujourd'hui par Béatrice Petit, éditrice. Monsieur Cariou, historien d'art, ancien conservateur du musée de Quimper, va nous présenter son travail. Ce livre est le travail d'un long travail d'une dizaine d'années, un travail de recherche, un lourd travail d'une dizaine d'années, c'est ce que vous disiez. Donc, il va y avoir cette présentation pendant 1 heure environ, suivie d'éventuelles questions. L'idéal est qu'il y ait un dialogue entre nous. Et voilà, durant environ 1 heure, cette intervention sera suivie d'un colloque. Monsieur Cariou. Tout d'abord, merci à Mme Tegal de son invitation pour le lancement de ce livre. Merci à tous ceux dans cette salle qui m'ont apporté leur concours, leur contribution pour l'iconographie ou pour des informations. Je salue évidemment la présence de Béatrice Petit, mon éditrice. Croyez bien que c'est un très grand travail, mais aussi collectif, avec quelques partenaires privilégiés, dont Béatrice pendant une année et demie. Et puis aussi, je salue plusieurs partenaires qui se sont associés à cet ouvrage. Alors, ce n'est pas une conférence sur l'école de Pont-Aven, mais c'est plus une suite de digressions sur l'historicité de ce phénomène, on va dire sur l'histoire de l'histoire, sur le pourquoi de de ce mouvement. Et la première question à laquelle on peut répondre, c'est finalement pourquoi ce livre. Alors certains s'étonnent en disant encore un livre sur l'école de Pont-Aven. Ma réponse est assez immédiate en disant le dernier, celui de Vladislav Jaworska, daté de 44 ans. 44 ans, c'est déjà beaucoup en termes de recherche scientifique, et le premier à savoir qu'en 44 ans, il y a eu une quantité d'éditions de lettres, il y a eu une quantité d'expositions, de publications, de recherches et autres, et cela veut dire qu'il était temps en sachant que les travaux de Jaworska étaient basés sur des recherches après les années 50 et début des 60, il était tout à fait légitime de penser qu'on pouvait un peu reprendre le propos, faire une nouvelle synthèse, etc. Donc je n'ai pas du tout l'impression de faire un ouvrage de plus. Il suffit de penser aux éditions, les deux premiers tomes du catalogue raisonné de Gauguin par Sylvie Foussard, la publication des lettres de Séguin O'Connor, des catalogues de gravure par Morane, la correspondance de Gauguin en partie par Merlès, etc. Il y a eu comme quantité de publications qui font, d'exposition à Pont-Aven, à Quimper ou ailleurs, qui font que la connaissance s'est finalement beaucoup enrichie. Mais l'ouvrage de Jaworska était finalement un ouvrage assez novateur, en 1971, Bibliothèque des Arts, 250 pages de mémoire, des photos en couleur, même si c'était à l'époque des photos, vous savez, collées, quelques photos en couleur comme ça collées. Mais c'est un ouvrage assez dense, et finalement, je me suis aperçu combien cet ouvrage a été la référence pendant longtemps, c'est-à-dire on s'est toujours dit, il y a cet ouvrage de Jaworska, et finalement, cela suffit. Alors, pourquoi ma décision maintenant, j'aurais pu m'en tenir là, et pourquoi cette décision je pense que j'ai eu un vrai choc en 97, un certain temps, et peut-être la décision du livre vient à ce moment-là, lorsque j'ai découvert dans une toute petite revue de Le Pays d'Dinan, la bibliothèque municipale de Dinan, une édition de lettres d'Émile Bernard à ses parents, à propos des séjours à Saint-Briac. Et donc, Saint-Briac voulait dire aussi l'arrivée à Saint-Briac, etc. Et donc, ces lettres étaient publiées par Loredana Squadmer, qui est une des petites filles d'Émile Bernard, côté branche égyptienne. Et donc, je suis entré en relation avec elle, je fais le voyage, je suis allé à Tonnerre la rencontrer, etc. Et elle m'a communiqué l'ensemble des lettres. Les différents séjours de Saint-Briac ont été présentés donc
97-98, toujours dans cette petite revue, qui était très, très confidentielle, mais elle m'a communiqué, puis j'ai conservé des relations avec elle, etc., etc. Et donc j'ai découvert une chose absolument épouvantable, c'est que Émile Bernard était un sacré menteur. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait ce qu'il racontait dans ses différents ouvrages, postérieurs, articles et autres, et puis la réalité. Ses lettres disaient par exemple qu'il n'avait pas été mis dehors par ses parents, son père ayant brisé ses pinceaux, etc. Mais au contraire, il était chouchouté par la famille, recevait un mandat tous les 8 jours, d'événements propres, etc. Il n'avait pas été jeté de l'atelier de Cormont, mais au contraire, c'était simplement une histoire parce qu'il avait sans doute une relation avec un modèle, etc. Et ainsi de suite. Et je me suis aperçu, en fait, en découvrant la correspondance de Bernard, qu'il y avait, que l'histoire de l'école de Pont-Aven avait finalement comme ça, en parallèle, deux récits, et que si on prend par exemple l'histoire, les lettres, Bernard me parle de certains camarades comme Tempier, Pujol, etc., qui sont vraiment ses amis à l'académie chez Cormont. Par contre, dans ses ouvrages postérieurs, il ne dira pas leur nom, mais il ne parlera que de Toulouse-Lautrec, Quentin, etc. Donc ça a été un vrai choc parce que je me suis dit qu'à partir de là, il faut tout reprendre, etc. Le second choc, ça a été, je reviens à Bernard, ce qui me désole d'autant plus qu'encore aujourd'hui, on continue, il suffisait de se promener dans l'exposition de l'Orangerie sur Bernard il y a quelques mois pour voir encore des sortes d'absurdité sur la biographie du peintre. Le second choc, ça a été lorsque j'ai fait l'exposition Meyerdoan avec Orsay et le musée juif d'Amsterdam. Je me suis rendu compte qu'en fait, Jacob Meyerdoan ne s'était jamais appelé Jacob, c'est-à-dire depuis Jaworska, on employait ce prénom de Jacob qui ne reposait strictement sur rien et que je ne sais pas très. Enfin, du coup, Meyerdoan devenait, Meyer c'est le prénom, il devenait Jacob Meyerdoan, ou bien Meyer c'est le nom, donc on le classait dans des biographies comme étant Meyer, on le trouvait sous la lettre M, alors que c'est son prénom, ou bien on le trouvait sous le nom de Anne, H, etc. Et donc il y a quelque chose d'absurde, et j'ai essayé de comprendre, je me suis dit, mais. Le gars disait que je travaille depuis 10 ans. En fait, ma première exposition il y a à Pont-Aven datait de 77, et depuis j'ai eu l'impression d'avoir été trompé, c'est-à-dire en me disant, depuis 1977, j'emploie Jacob Meyerdoan, etc. Et ça repose strictement sur rien. Je vais avoir ce cas inventé, pour des raisons j'ai un peu perçu, mais peu importe. Et puis, une chose peut-être aussi qui m'a choqué, c'est l'affirmation que Meyerdoan a toujours aidé Gauguin. C'est écrit partout, comme si il faisait preuve d'une générosité extraordinaire, etc. Et quand il suffit de lire la correspondance, d'un côté on a les choses vraies, c'est-à-dire Meyerdoan prend en charge la pension pendant quelques semaines, 5-6 semaines au maximum, il ne paye pas le tabac, il ne paye pas les timbres, etc. Gauguin est en train complètement de crever, il a ça, il peut au moins se nourrir, mais pas plus. Meyerdoan est là, qui est totalement riche ici. Et le discours on va dire, officiel, c'est Meyerdoan, on travaille Gauguin pendant 2 ou 3 ans, etc. Et ça, c'est très choquant parce qu'on touche à. Et quand on s'intéresse à Gauguin, on voit comment il a crevé de faim une bonne partie de sa vie, et c'est presque inadmissible de laisser entendre ce genre de choses. Donc ça a été ma deuxième réaction. Ma troisième, ça a été le pourquoi aussi, ça a été la difficulté de faire finalement connaître ces recherches. J'ai fait une exposition à Panama sur le séjour de Gauguin à Panama. J'ai beaucoup travaillé sur le pourquoi de Panama, le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Catalogue écrit en espagnol, diffusé à Panama, et finalement, je me suis rendu compte que ce travail, on n'arrivait pas jusqu'en France, c'est-à-dire, et j'en avais un peu assez d'entendre tout le temps, de dire, et c'est écrit encore, c'est répété, que Gauguin a creusé le canal avec une pioche, etc. Totalement faux. Et donc, en plus, la chronologie est aberrante, il est passé par Panama, il a traversé le canal n'existait pas encore, il est allé de là vers Tahiti, parce que c'était la ligne directe. Enfin, j'en avais un peu assez d'entendre comme ça une suite de choses aberrantes, et puis je me suis rendu compte qu'il était difficile de faire évoluer comme ça la connaissance. L'un des meilleurs exemples, c'est finalement
l'affaire, entre guillemets, ou l'histoire de la vision du sermon, et la rivalité entre Gauguin et comment dire, Gauguin et Bernard, les choses sont très claires, et je m'étonne encore que finalement on revienne là-dessus en établissant la comparaison, en disant finalement Bernard était le premier, etc. etc. Les choses sont évidentes et surtout sont prouvées maintenant d'une manière très, très scientifique depuis l'exposition d'Édimbourg en 2005 sur la vision du sermon, et je m'étais entretenu à Édimbourg avec à la fois les commissaires de l'exposition, Michael Clark, le directeur que je connaissais bien, et les gens qui avaient travaillé sur l'œuvre. Les choses sont très simples. L'histoire de chronologie, il y a deux dates, il y a, je crois c'est le 16 septembre, le jour du pardon de Pont-Aven, et tout ça se dit d'après des lettres, d'après des choses qui sont extrêmement précises. 16 septembre, c'est le pardon. Bernard décide de mémoire après le pardon, donc il commence le 17 de faire son tableau Les Bretons dans la prairie verte. Et le 24, Gauguin a fini son tableau, il écrit à Van Gogh, il a fini son tableau, la vision du sermon, mais cette vision, il n'a pas pu la copier sur Bernard, parce qu'en fait, d'après l'analyse scientifique, et je vous renvoie à cet ouvrage, le catalogue d'Édimbourg, mais qui a été réédité en français par le livre de Belinda Thompson, réédité en français par Palantine, le temps de séchage est environ 4 semaines. Donc si le 23, le 24 septembre, le tableau de Gauguin est terminé, il n'a pas pu commencer le 18 ou le 19. Donc tout ça, ça me paraît, ce sont des choses extrêmement simples, évidentes, et je m'étonne toujours qu'on continue comme ça à rapporter les choses. Et donc, en relisant un peu l'histoire de l'école de Pont-Aven, je me suis aperçu que comme ça, beaucoup d'inexactitudes continuaient. L'histoire d'un 6e séjour de Gauguin au printemps 89, qu'on retrouve pratiquement partout, alors que c'est faux. Le voyage de Gide, vous savez, tout le monde, je dis bien tout le monde, raconte le voyage de Gide lorsqu'il est à l'auberge de Marie-Henri au Pouldu, et que donc il découvre, c'est écrit dans aussi Le Grain de Meur en 1926, publié en 1926, et donc il découvre les tableaux du peintre, et puis à partir de là, il raconte, c'est un tel et un tel, etc. Et je suis désolé, mais c'est pas du tout là, c'est pas à ce moment-là. Et quand on prend les choses du départ, c'est-à-dire les notes, la correspondance du moment et les notes, on s'aperçoit que, alors vous allez me dire que c'est pas grand-chose, c'est chez Destey, c'est beaucoup plus intéressant, etc. Et c'est pas du tout. Vous allez me dire que ce sont des détails, mais lorsqu'on accumule comme ça beaucoup de détails, on s'aperçoit qu'il y a un décalage, et finalement cet exemple de Gide est intéressant parce que c'est le décalage du temps. C'est-à-dire que si Le Grain de Meur a une logique presque romanesque, écrite 30 ans ou 35 ans après les événements, mais il faut accepter que Gide soit trompé ou peu importe, qu'il soit exact, mais il existe d'autres sources aussi, et donc mon travail pendant ces quelques années a été de reprendre systématiquement toutes les sources une par une, parce que c'était, comment dire, je crois qu'il fallait surtout éviter de reprendre comme ça toutes les histoires déjà racontées. Alors c'était donc au-delà de ces nombreuses erreurs, ce qui m'a semblé important et qui m'est apparu, c'est qu'on avait une vision extrêmement globale de l'école de Pont-Aven comme étant, je reviendrai sur le concept d'école, groupe, etc. plus tard, mais on avait une vision extrêmement figée, c'est-à-dire on associait une vingtaine de peintres autour de Gauguin, comme si finalement ils étaient tous ensemble, etc. Et il y a par exemple, simplement à titre d'exemple, dans une lettre de Filigère à Alain Foucault à propos de la venue de Maurice Denis, il dit « Je dois vous dire que j'ai eu la visite de Maurice Denis cet été, je ne le connaissais pas avant, et son art je l'ignore. N'ayant jamais eu l'occasion de voir ce qu'il fait, je l'ai souvenu de ces illustrations de sagesse que j'ai vues autrefois aux indépendants. Et j'ai ici de lui les 5 traits de son imitation de notre Seigneur, des 5 qu'il m'a offert en quittant le Pouldu. Et nos entretiens ont été les plus courts, malgré toute l'amabilité de mon visiteur. Donc il faut imaginer qu'il y a une histoire globale, on associe presque au même niveau, on va dire Denis, Filigère, etc. Et si on va un peu plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit qu'ils ne se connaissaient pas.
Vous avez l'histoire, l'histoire veut dire que ces peintres sont associés, sous prétexte qu'ils étaient dans les mêmes expositions. Effectivement, Denis a exposé en même temps que Filigère, à la galerie de Parc de Bouteville, et qu'il y a eu des relations indirectes, mais en réalité, ils ne se connaissaient absolument pas, et même Filigère dit « je ne connais pas du tout ce qu'il fait comme peinture ». Donc ça veut dire qu'en fait, les relations humaines sont beaucoup plus, à la fois plus complètes, plus intéressantes, et en fait totalement différentes de cette vision un peu univoque, comme ça, homogène, etc. Et puis, donc, il faut imaginer qu'il y a des artistes qui... une très grande partie, comme des peintres pendant l'été, étaient logés chez l'habitant. Et donc, quand on lit, j'ai trouvé une lettre assez extraordinaire de Léopold Fargue à sa mère. Il a 17 ans, il habite le Sénat, et il décrit exactement où il vit, comment il fait, qu'est-ce qu'il va voir, etc. Et donc, la plupart des peintres se logent chez l'habitant comme ça, et ils se retrouvent à manger chez Goannec ou chez Julia, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a, parfois, ils ne se rencontrent pas. C'est-à-dire, l'histoire va dire, reprenons le cas de Filigère en 88, on va dire, il est chez Goannec, etc. Bon. Mais en fait, il ne va pas rencontrer du tout Gauguin. Ils sont peut-être à 3 places de distance, ou s'il y a des effets de différence d'âge, etc. Ou dans une autre salle à manger, ou bien un autre service, c'est-à-dire... Pour Pont-Aven, en tout cas chez Goannec, il y avait une quantité comme ça d'artistes qui étaient à l'extérieur, qui venaient manger, qui repartaient, qui se croisaient pas, et on se rend compte qu'à ce niveau-là, il y a des relations totalement différentes, c'est-à-dire ils se regroupent un peu suivant leurs académies, suivant ceux qui viennent de l'école des beaux-arts ou d'académies privées, il y a les étrangers, il y a ceux qui exposent dans tel salon ou tel autre, et en fait il y a des relations qui existent, et qu'il ne faut surtout pas plaquer l'idée que l'on se fait du groupe de Pont-Aven. Les relations, il y a beaucoup de rivalité, comme dans tout milieu un peu fermé. Je vous parlais tout à l'heure du concept de la colonie. Il y a des jalousies, ils sont tous là un peu dans l'attente d'une prochaine exposition. Moi, pendant toute ma carrière de directeur de musée, j'ai toujours, en parlant de la peinture, dit que les peintres c'était un métier, qu'ils étaient là pour peindre et pour vendre. Et parce que c'est comme ça, sauf exception, il y en a vraiment très très peu. Et donc, ces gens-là, de quoi ils parlent? Ils parlent de collectionneurs, ils parlent d'exposer, qui est le premier test, et ils parlent de vendre leurs tableaux, etc. Et donc, ça veut dire des rivalités entre eux et autres. Et donc, c'est un milieu qui fourmille comme ça de relations et qui sont beaucoup plus compliquées qu'on imagine. Et ce qui fait qu'il faut sortir de cette idée d'un groupe comme ça. Et donc, d'où la difficulté et le problème, c'est que pratiquement dès le début, je reviendrai un peu après la mort de Gauguin, cette idée d'école et de groupe s'est formée et a finalement, à mon avis, figé beaucoup la réflexion sur l'école de Pont-Aven, etc., alors que ça ne correspondait pas beaucoup aux réalités. Alors, le premier qui a... le premier, et je reviendrai assez longtemps sur lui, qui a un peu figé ça, c'est Charles Chassé, parce qu'il a été très, très ennuyé par ces concepts d'école et ces concepts de cette notion de groupe et autres, et c'est finalement, je pense que c'est un problème qui a rendu difficile la... Alors, à partir de cela, l'une des grandes difficultés, ce qui m'a aussi frappé, c'est que on essaye donc d'imaginer ce groupe. Par la suite, après la mort de Gauguin, il y a un effet qui continue, un effet de groupe qui apparaît comme ça dans les artistes. Et en réalité, quand on prend les artistes les uns après les autres, Laval, Seguin et comment dirait Dehaene meurt très très vite. D'autres artistes repartent, ne font plus de peinture, comme Baline ou Ford Robertson. D'autres, certains ne reviendront jamais à Pont-Aven, comme Willumsen, comme Vercade, comme Amiette, etc. D'autres vont partir, vont continuer à peindre, mais à l'extérieur, comme Vercade à Beron ou Sérusier à Châteauneuf, etc. D'autres
vont constituer une sorte de bloc très, très bizarre qui va aussi compliquer. Vous savez, Durand-Ruel avait une stratégie commerciale très technique, très pointue pour l'époque. Il s'agissait de stocker, de faire monter la communication et puis de vendre vraiment au compte-gouttes, etc. Il l'a fait pour les impressionnistes, mais à un moment, Monet et Renoir en particulier ont voulu aller ailleurs parce qu'ils voulaient que les œuvres circulent, et puis ils ne comprenaient pas que Durand-Ruel stocke de cette façon, et donc Durand-Ruel continuait sa stratégie. Il a fallu ouvrir à des nouveaux artistes. Et il y a 4 peintres de Pont-Aven qui vont entrer dans ce qu'on a appelé déchamment l'écurie Durand-Ruel, une sorte de deuxième génération impressionniste, et que Durand-Ruel réussissait à mélanger avec les tableaux qui lui restaient des autres, etc. Et donc c'était le cas de Moret, Mauffrat, Loiseau, puis Godot, les 2 derniers étant moins importants pour Pont-Aven. Mais ça a beaucoup, en raison de l'activisme, on dirait maintenant de marketing et autres, commercial de Durand-Ruel, il y avait cette image, c'est-à-dire que, et Pont-Aven, la grande difficulté, c'est comment associer ces peintres-là, Moret, Mauffrat, et comment associer d'autres, comme Filigère, qui était complètement isolé à l'époque, ou Vercat, qui était à Beuron, ou d'autres, Jourdan, qui était complètement inconnu ici, ou enfin peu, on va dire connu ici, mais peu connu à l'extérieur, ou de la Vallée qui était un peu en retrait, etc. Donc, ou qui était un moment à Istanbul et après par la suite un peu en retrait. Donc c'est un mouvement très, très hétérogène, très compliqué, c'est une vingtaine de peintres, et donc quand on va un peu vite, on a tendance à les regrouper. En fait, à côté de ça, malgré cette isolation, j'ai essayé de comprendre finalement après, à la mort de Gauguin, ce qui s'était passé et comment on pouvait percevoir ce mouvement. Il y a eu en fait, donc il y a cet éclatement dont j'ai parlé, qui est un éclatement lié à la vie de chacun. Il y a aussi la mort de certains, l'éloignement et autres. Il y a aussi le fait que finalement, à la mort de Gauguin en 1903, même je vais dire d'une manière presque un peu choquante, cruelle, même avant, dans les années 1900 et autres, déjà se construisait le mythe qui va être le sien, c'est-à-dire ça va être l'homme vivant au milieu d'une population primitive, avec des jeunes filles, au contact d'une civilisation tout à fait étonnante, à l'autre bout du monde, qui meurt à 55 ans, ayant lâché sa famille, etc. Il y a des choses assez étonnantes. À un moment, il pense revenir, et puis des amis qui lui disent non, mon frère en particulier lui dit non, il vaut mieux parce que la cote est en train de se faire, en fait, et Vollard spécule et achète au maximum et attend que ça se passe, et finalement, la mort en 1903 va être un événement considérable dans tout le milieu artistique européen et américain, et du coup, le mythe va se créer immédiatement, et les œuvres, lorsqu'on voit le prix des œuvres, une étude universitaire, un joyeux Prunel assez intéressant, parce qu'elle prend les tableaux, elle voit à quel moment qui achète quoi, Choukin, Morozov, les Américains, le Pont Keller, etc. Et c'est stupéfiant de voir comment les œuvres de Gauguin, de Tahiti, des Marquises vont exploser, vont tout recouvrir, c'est-à-dire la Bretagne doit être complètement absente de tout ça, et que, évidemment, en contrepartie, il est très, très difficile de percevoir les 5 séjours de Gauguin à Pont-Aven, qui sont compliqués parce qu'ils ont été interrompus par le voyage de Panama à la Martinique, par un premier voyage à Tahiti, et ça. C'est une chronologie très, très complexe, alors qu'au contraire, il y a à la mort de Gauguin une sorte d'image type qui s'est créée et qui va finalement contribuer à la notoriété. Et donc c'est compliqué, on sent que ce sont vraiment des démarches individuelles. Si on prend le cas de Sliwinski, qui en était à Douélan à son retour de Pologne, en fait, il va attirer les artistes, Haydn, Mondin, Zabopliki, Witkiewicz, Makowski, etc., qui vont venir. Certains vont aller chez Marie-Henri à Carpani voir les tableaux, et il va, parce qu'il leur a parlé de Pont-Aven lorsqu'il était en Pologne, il était revenu en Pologne, et puis par la suite, il va être un élément comme ça qui va... mais c'est une démarche finalement très personnelle qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Lorsque, comment dire,
Sérusier et Vercat poursuivent les recherches de manière un peu isolée. Il y a finalement peu d'effets ici sur place. Et donc, il y a eu jusqu'à la mort de Gauguin, juste après, il y a eu très peu de choses. Un petit essai dans une revue qui s'appelait Les Essais d'art libre de 93 de Maufra, en plus anonyme, où il parle de l'école de Pont-Aven, et puis les 3 articles de Seguin en 1903 dans l'Occident, qui étaient très confus. Il n'y avait qu'une partie de l'histoire de Pont-Aven est tellement confus avec le style de Seguin que ça n'apportait pas grand-chose. Et donc la notoriété de Gauguin va finalement effacer le reste et va rendre compliqué. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une sorte de grand vide qui se passe à ce moment-là en 1903. Et aucune œuvre finalement de Bretagne n'est prise en compte. Les œuvres de Gauguin qui étaient à ce moment-là étaient déjà très dispersées. Il envoyait régulièrement à Metz son épouse à Copenhague pour payer les enfants, etc., l'éducation des enfants, mais elle était déjà beaucoup dispersée dans le milieu nordique des collectionneurs scandinaves. Il y avait d'autres œuvres qui étaient plus ou moins stockées par Schönecker, par Fayet, par quelques-unes achetées comme d'autres, mais que les œuvres de Bretagne n'ont jamais été l'objet de spéculation et autres, et surtout n'ont jamais été mises dans ce mouvement qui a contribué à le faire connaître. Et d'ailleurs, Gauguin lui-même disait dans ses correspondances avec des gens comme Monfred, Chaudet d'abord, Monfred après, qui s'occupait de ces expositions, il disait surtout n'était pas l'étoile de Bretagne, il faut que les choses soient très claires, etc. Et donc, ce phénomène incroyable de moment d'artiste, un moment, etc., a été finalement vite balayé. Et la vraie star à Pont-Aven, c'était Théodore Botrel. C'est lui qui a emporté l'adhésion et de la population et du reste. Il crée pour la première fois une fête folklorique à la place d'un pardon traditionnel, et c'est donc les regards se tournent vers lui. Et à un moment où Pont-Aven est déjà très démodé, il y a un effet de bascule. Les peintres, dans le milieu des années 60, ils quittent Barbizon parce que les amateurs en ont marre des moutons, des petites scènes de bergères, etc. Ils viennent ici en Bretagne parce qu'il y a des sujets beaucoup plus intéressants. Les costumes sont plus beaux, il y a les pardons, il y a toute une tradition, il y a un côté exotique, etc. Et après, il y aura encore un effet de balancier. Dans les années 80, les gens vont découvrir les ports de pêche. La mer, jusqu'à là, était la marine des ports de pêche, la cheval, etc. Et les pêcheurs n'étaient jamais représentés. Et là, tout le monde va quitter Pont-Aven pour Concarneau, ou bien l'autre mouvement, c'est les gens qui vont quitter la Bretagne, ils vont aller plutôt en Méditerranée. C'est l'effet de départ de Lusignac qui quitte Concarneau en 91 et qui découvre Saint-Tropez, et puis le mépris même de Matisse ou de Lusignac pour Pont-Aven. Donc il y a des effets comme ça finalement qui ont coïncidé juste avec la fin de ce mouvement. Et puis il n'y avait pas de collectionneurs sur place. Il y a malgré des gens comme Lebray et autres, il n'y a pas eu le mouvement, malgré aussi l'action de la ville de Lorient qui a acheté 2 tableaux à Morée à ce moment-là, malgré l'action de gens comme Louis Beaufrère qui dirigeait le journal de Quimperlé, l'Union artistique et l'Union agricole et maritime de Quimperlé, le frère d'Adolphe Beaufrère, et qui rendait compte. Donc dans la presse locale, on savait Gauguin est arrivé, etc. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On disait Gauguin est à Pont-Aven actuellement, etc. Et puis, avant de vous parler, finalement, après du mouvement et de la prise en compte au cours des temps de cette histoire de Pont-Aven, il ne faut pas s'étonner qu'en 1905, comme ce mouvement est retombé, soufflé comme ça, est retombé, si tant est que soufflé, en 1905, Maurice Denis s'étonne de pouvoir acheter comme ça des tableaux facilement chez Merguanec, de Gauguin, de Bernard, comme ça. Voilà. C'est très étonnant que les tableaux soient encore là. Et puis la réaction aussi d'Isadore Lévy, qui a authentifié les frères de Gauguin Meyer de Hahn en 1924 au Poulpu, au moment où le peintre enlève les fameux 7 pages de papier, etc. Et qui signale, etc. Et un an après, il revient et il voit que les frères sont encore là, personne n'a réagi, personne n'a bougé, etc. Et donc ça veut dire que pendant quelques années comme ça, rien ne s'est passé. Alors le premier qui va réagir s'appelle Charles Chassé. Donc pour résumer, la mort de Gauguin a fait que la dispersion de ces peintres a fait que finalement pendant 2 décennies, rien ne s'est passé. Alors là, la première action viendra d'une personne qui s'appelle Charles Chassé,
qui était un Quimpérois, prof d'anglais, agrégé d'anglais, plutôt tenté, une sorte de touche à tout, plutôt presque journaliste. Il était une sorte de furteur, il écrivait la chronique des arts et des lettres dans la Dépêche de Brest. Il a été nommé à sa libération en 19, il a été nommé à son retour plutôt de captivité, il a été nommé à l'école navale. Et donc il s'occupe un peu de tout, il se passionne pour Mallarmé, pour Jarry, etc. Et il va être frappé par deux choses. La première, c'est l'édition des lettres de Gauguin en 18, les lettres de Gauguin à Monfred, qui vont être finalement, pour la première fois, il y a un corpus intéressant parce que c'était encore basé sur une biographie de Rotonchamp qui datait de 1906, où finalement la Bretagne n'apparaissait pas. Et puis surtout en 19, il y a la vente de la collection des Gauguin de Marie-Henri, donc 42 Gauguin qui passent en vente à la galerie d'Armasange. Et donc c'est un événement, on va dire, national. Et donc il va s'intéresser, et finalement sa démarche, quand on lit bien Chassé, et quand on lit aussi ce qu'il a fait à côté après, etc., c'est vraiment une sorte de furteur. Ce n'est pas du tout un historien. Il va à la fois rencontrer des gens, et il va rencontrer Colin, il va correspondre avec Monfred, avec Sérusier. Il va surtout rencontrer Henri Motéré, le compagnon, comme on dit maintenant, de Marie-Henri. Il ne va pas rencontrer Marie-Henri, mais il va voir Henri Motéré, vous savez, il est arrivé au début de l'année 1893, donc il n'a jamais connu cette grande période Gauguin, Meilleur de Anne, Piligère, Sérusier. Donc tout ce qu'il sait, il le sait d'après sa compagne, même s'il y a seulement quelques années de différence. Mais c'est lui qui va parler au nom de Marie-Henri et qui va être son principal interlocuteur. Et puis Bernard qui apporte des éléments par correspondance, qui est au Caire, qui vient à Paris, qui repart, etc., qui est en Espagne. À ce moment-là, il revient, il est basé en partie à Tonnerre, il part en Espagne, il va à Venise, etc. Mais il y aura des relations, et surtout Bernard a beaucoup publié depuis la rupture de 91, il a beaucoup écrit, etc. Et donc, bizarrement, Chassé ne va pas aller vers le plus facile et le plus compliqué, c'est-à-dire il ne va pas rencontrer ni de la Vallée, ni Jourdan, ni Filigère, ni Chamaillard, qui sont pourtant sur place, etc. Il y a une vision presque intellectuelle, c'est-à-dire il préfère parler avec Sérusier, et ça, finalement, ça lui suffit. Alors, il a quelques réactions. Par exemple, il s'étonne beaucoup quand Émile Bernard dit, Émile Bernard dit un moment à propos de Gauguin, c'est moi qui lui ai fait découvrir Cézanne. Bon. Quand ce genre de choses, on tombe par terre. Quand on imagine que Gauguin connaissait Cézanne 20 ans auparavant, que le petit Bernard n'est même pas encore sorti des couches, que Gauguin possédait 5 tableaux, que Gauguin connaissait pas 5 tableaux de Cézanne, qu'il connaissait parfaitement Cézanne, et donc Bernard a des capacités très fortes à s'approprier les choses, claironne partout, c'est moi qui ai prévu. Et ça, ce genre de choses comme Chassé va réagir. Il dit c'est bizarre, parce que Rotonchamp dit que Gauguin possédait des tableaux de Cézanne qui sont exposés ensemble, etc. Et donc, on sent que Chassé a un petit élément, une petite vision comme un peu critique des choses, mais il s'en tient finalement beaucoup aux propos de Bernard, et surtout, il va se lancer dans une sorte de fausse problématique, et c'est l'histoire de l'école ou du groupe. C'est-à-dire, on sent que d'un point de vue conceptuel, il se bloque là-dessus, et qu'il n'arrivera pas à s'en sortir, et finalement, je dirais presque le tiers de son livre est basé là-dessus. Et donc, je ne parle pas des confusions très importantes de Chassé, mais peu importe, à l'époque, c'était comme ça. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il va finalement publier plusieurs ouvrages. Donc, il y aura il y a Gauguin et le groupe de Pont-Aven en 21, mais après, il va reprendre le mouvement symboliste dans l'art du 19e, Gauguin son temps, les navires et leur temps, les fauves et leur temps, etc., en reprenant à chaque fois, jusqu'en 1963, le dernier, et il sera un peu critiqué par le milieu, il va reprendre toujours un peu les mêmes idées. C'est-à-dire, en fait, il a fait une petite recherche, plus d'un journaliste que d'un, je critique pas le journaliste, plus d'un journaliste que d'un vrai historien, et à partir de là, il va ressortir sa sauce, un peu comme ça. Et finalement, ça va beaucoup jouer, parce que jusqu'aux années 50, jusqu'à pratiquement l'édition de Jaworska, ça va être l'ouvrage de référence. Et donc, par la suite, il y a quelques mots sur la notion d'école et de groupe qui est pour moi c'est très clair et c'est un peu agaçant. Tout d'abord l'histoire
vous allez me dire pourquoi vous ne parlez pas du Pouldu. Peut-être qu'il y a des gens du Pouldu qui vont dire mais pourquoi pas le Pouldu, et ça c'est aussi important, etc. Je crois que c'est très clair. Évidemment, il y a eu un moment très fort au Pouldu, mais le concept d'école est vraiment rattaché à Pont-Aven. Quoi qu'il arrive, la notion de colonie, c'est Pont-Aven. On ne peut absolument pas comparer les deux choses. Donc acceptons, et c'est pas grave pour les gens du Pouldu, acceptons que ce soit vraiment école de Pont-Aven, etc. Alors, quel est le concept? En fait, c'est un concept qui est à la fois très simple et c'est un terme d'histoire de l'art qui est assez banal, qui émane du siècle des Lumières. On classe les écoles comme ça, école française, école italienne, etc. Quand on va un peu plus loin, on classe, on est vraiment dans l'esprit de l'encyclopédie haute. Quand on va un peu plus loin, on va classer par les primitifs comme école florentine ou comme école siennoise, etc. Et à un moment, on va classer les gravures anonymes à l'époque de l'école de Fontainebleau, du manuscrit français du XVIe siècle. On va les classer comme école de Fontainebleau. Ce sont des concepts. Donc ça, c'est un premier concept, etc. Le second concept, c'est l'école des beaux-arts. Et avec elle, on disait souvent l'école de Rome, c'est-à-dire la Villa Médicis à Rome. Et donc les artistes qui ont commencé à Barbizon, qui ont commencé à aller sur le motif, le paysage, Fontainebleau au début des années 30, 40, etc., d'une manière ironique, ils se sont appelés l'école de la nature, c'est-à-dire qu'ils quittaient l'école des beaux-arts où on travaillait d'après les plâtres, etc., pour aller au contraire à l'extérieur, donc l'école de la nature, et pour se moquer de l'école rustique aussi, c'est un terme qu'on retrouve dans la littérature de l'époque, et donc dans les années 40-50, pour se moquer de l'école Fontainebleau qui était juste à côté, qui apparaissait comme l'école correspondant à une vision d'une culture noble, etc., et eux ils se sont appelés école de Barbizon, simplement pour singer un peu, avec un aspect dérisoire. Barbizon, 300-400 personnes, quelques auberges, des peintres qui font plus ou moins la fête, etc. Et voilà, donc on s'opposait comme ça. Donc, et le terme d'école, donc surtout à Barbizon, n'impliquait pas du tout de relation de maître à élève. Barbizon, c'est Trouillon, Rousseau, Diaz, Gros, Daubigny. Il n'y a pas Rousseau, il n'y a pas un peintre qui dépasse les autres. C'est même. Et donc à Pont-Aven, donc il y a un effet, tout le monde va à Barbizon dans les années. Le train arrive à Melun, je crois, en 49. Donc à partir de là, tout le monde va à Barbizon, donc un effet de notoriété, et il y a une sorte d'image qui sont les artistes, les auberges, des tableaux sur les murs, une ambiance de rapin, etc. Et donc, dans les années 60, je disais, il y a un effet de balancier. Barbizon n'est plus à la mode, donc les peintres vont dire en Cornouailles. Et là, on va parler d'école de Pont-Aven avant l'arrivée de Gauguin, c'est-à-dire dès 85, donc une année avant Gauguin, on parle déjà d'école de Pont-Aven par comparaison avec Barbizon. Et d'ailleurs, de nombreux écrits de l'époque comparent Pont-Aven à Barbizon. C'est aussi bien Barbizon, comme à Barbizon il y a des auberges, comme à Barbizon il y a des tableaux sur les murs, etc. Et donc le terme d'école de Pont-Aven va naître par comparaison. Alors, ça se complique un peu parce que dans ce qu'on va appeler l'école de Pont-Aven, qui n'est pas ce groupement des peintres des années 60, 80 autres, beaucoup américains, c'est qu'il y a un groupement qu'on a créé d'une manière très artificielle, qui est cette école de Pont-Aven, mais dans laquelle il y a une figure dominante qui est Gauguin et qui peut apparaître comme un maître par rapport à des élèves. Alors que le terme d'école est un terme d'histoire de l'art pour classer les choses, et à Pont-Aven, on classe plutôt ceux qui empruntent, qui ont les mêmes sujets, qui vont peindre au même endroit, qui ont un peu le même style, tandis qu'à Pont-Aven, on va classer une sorte de groupement comme ça. Et donc ça se complique un peu, ça se complique dans la mesure aussi où on a eu Gauguin qui est vraiment la figure dominante, quoi qu'il arrive, c'est lui qui a entraîné les relations, et puis à un moment il y a eu vraiment des relations de maître à élève. J'ai trouvé dans ma recherche une lettre de Pissarro à son fils qui dit au retour de Gauguin en 86, il dit « J'ai appris que cet été au bord de la mer, il pontifiait, suivi d'une traînée de jeunes, lesquels écoutaient le maître, le sectaire. » Et donc, en effet, par rapport à dès ce moment-là, et puis ça correspond bien à l'esprit de Gauguin, à la fois qui avait un certain ego, mais qui aimait faire partager, qui avait une volonté d'expliquer, de faire connaître sa recherche, etc. Et il aimait bien en même temps avoir une sorte d'auditoire, donc il apparaissait. Et puis, il
faut jamais oublier à propos de Pont-Aven que Gauguin avait 20 ans à peu près de plus que tout le monde, que c'était quelqu'un, il faut toujours qu'on pense dans la relation de Bernard-Gauguin, il y a 20 ans de différence. Gauguin, c'était quelqu'un qui avait bourlingué, qui avait fait plusieurs fois le tour du monde, qui avait été à la bourse, qui était collectionneur, qui connaissait bien Degas, ami de Degas, de Pissarro, etc. Grand collectionneur, grande personnalité, grande culture, etc. Et évidemment, il avait un ascendant sur les autres, qui avait 20 ans de moins que lui, et qui commençait simplement. Donc c'est évident qu'il a été le maître à un moment en donnant cette fameuse leçon de talisman à Sévosier. C'est évident qu'il a été le maître par rapport à des gens comme ce gars, ou comme Meyer de Halle, qui demandait à bénéficier de ces leçons. Donc on est partagé entre ces deux idées, école, maître-élève, ce qui est en grande partie vrai, et puis école, groupe de peintres, comme on le dit dans l'histoire de l'art. Et par la suite, on va employer ce terme. Donc alors, ça s'atterrit, on essaie de dire l'école Concarneau, l'école Faouet, enfin, dès qu'il y a 3 peintres, ça devient une école comme ça, et on se sert, y compris de la communication, etc. Mais finalement, on se rend compte que, donc dit comme je le dis, pour moi c'est relativement clair, mais ça va bloquer, ça va vraiment bloquer les choses, et puis on sent qu'il y aura des grandes hésitations. Il suffit de lire aussi les articles, les titres d'articles, de livres, d'expositions et autres, entre le groupe de Pont-Aven, le groupe du Pouldu, le groupe etc. Et il s'appelle difficulté. Alors après Chassé, donc son livre paraît en 21, il y a une sorte de grand vide. Et ce grand livre, finalement, va être occupé par un Américain qui s'appelle John Riewald. Riewald, brillant étudiant en histoire de l'art de l'Université de Berlin, la grande tradition d'histoire de l'art allemande, qui vient à Paris, à la Sorbonne, en 1932, il a fait Faucillon, il fait sa thèse sur Cézanne, etc. Et il va occuper, on va dire, le terrain entre 1932 et 1941. Il va fuir, plus avec l'occupation, donc il va aller aux États-Unis. Il va avoir une notoriété très importante, en particulier dans tout le milieu des collectionneurs américains et autres. Pensez au conseil qu'il donnait à des gens comme Arthur Altschuss, etc. Et puis Riewald va passer 9 ans travaillant beaucoup sur Cézanne, mais aussi travaillant sur les relations Gauguin, etc., etc. Et il va faire 2 ouvrages fondamentaux, l'histoire de l'impressionnisme et l'histoire du post-impressionnisme, où il y a toute une partie, un grand chapitre consacré à l'école de Pont-Aven, et qui est bourré d'erreurs, mais absolument invraisemblable. Je vous donne simplement une citation qui va vous faire comprendre. Il dit « Le Pouldu est situé à l'embouchure d'une rivière Quimper ». Lisez dans le livre. Bon, ce qui veut dire qu'il n'est jamais venu sur place. C'est-à-dire qu'il a écrit sur Pont-Aven, il a passé 9 ans à Paris, il a été beaucoup à Aix, à cause de Cézanne, etc. Mais c'est l'exemple même de la personne, souvent anglo-saxon, qui ont écrit, et donc en accumulant, ils reprennent des informations comme ça, et donc je pourrais, si j'avais le temps, vous enfiler les perles, etc. Mais ça montre bien, c'est l'exemple de personnes, et qui ensuite, comme il est le premier à avoir des publications éditées aux États-Unis, en anglais, vont être connus de tout le milieu, etc. Et donc on va continuer à reprendre des choses. Et dans le milieu français, finalement, en parallèle, le milieu, on a l'impression que cela va se réveiller un peu à partir de 1949, quand des marchands vont commencer à s'intéresser. L'exposition de Maurice Ballingue à la Galerie Kléber est la première en 1949, et puis après il y a tout un premier mouvement, le musée de Pont-Aven, première exposition de Pont-Aven en 1953, où on fait venir la Belle Angèle depuis le Louvre, et puis beaucoup d'œuvres commencent à circuler à ce moment-là. Il y a le gendre de Bernard, qui s'appelle Clément Altariba, qui vend beaucoup de choses. Il y a d'autres marchands, il y a Mira Jacob qui à ce moment-là s'intéresse à Filigère, il y a des gens comme Georges Aubry, Jean Métais, le fils du céramiste, etc. On sent qu'il y a tout un mouvement d'intérêt pour Pont-Aven, et qui est plus, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers collectionneurs. Josefovitch, qui a été très marqué par une exposition qu'il avait vue sur Bonnard-Villard et les navires en 1955, qui avait rencontré la commissaire Agnès Imbert, et puis d'autres, Arthur Altschuss à travers John Riewald. Breton va acheter son premier Filigère dès 1949 à Pont-Aven, et donc les musées bretons, je pense que malheureusement, il y a eu une très grande exposition au musée des Beaux-Arts de Quimper en 1950,
extraordinaire sur Gauguin et Pont-Aven, ça n'a pas suivi des faits. Et donc, le premier Séroussi a acheté à Quimper en 1936 seulement, très tardivement. Et puis, donc déjà, tout était trop tard. Quand il y a eu les grandes ventes au Connor en 1956, ou les ventes de la collection Marie en 1959, c'était déjà quasiment trop tard, et où les musées n'étaient pas présents. Alors, à ce moment-là, intervient un autre personnage qui est le début de mon propos, qui est Władysława Jaworska, donc, qui publie cet ouvrage qui beaucoup est là, donc le Sommet, qui est un ouvrage important, et je sais si je l'ai lu et relu, etc. Mais je me suis rendu compte en fait que Jaworska, d'abord elle avait 60 ans lorsqu'elle publie ce livre, donc c'est pas la... C'est un peu du papage de ma part, mais quand on imagine, quand on se projette sur un auteur en disant c'est une thèse, parce qu'on a projeté elle a fait sa thèse sur l'école de Pont-Aven, en fait, on fait une thèse qu'on avait entre 25 et 30 ans, 25-35 ans maximum, etc. Là, c'est un ouvrage qui vient à l'issue de beaucoup de choses, et en fait, je me suis rendu compte que, quelles que soient ses qualités et autres, son bouquin est l'aboutissement de quelque chose de plus long. Elle a travaillé beaucoup sur Tadeusz Makowski, qui est un peintre polonais vivant en France dans l'entre-deux-guerres. Elle a publié son journal, et à partir de Makowski est venu pendant la guerre de 14 chez Stravinsky, et finalement Jaworska va venir pour la première fois à Pont-Aven, publié en 1959, et elle va écrire ponctuellement, va s'intéresser évidemment à la relation Gauguin, Stravinsky, Makowski, elle va découvrir le portrait de Stravinsky par Gauguin, que tout le monde avait oublié. Elle va s'intéresser donc à des pages qui ont travaillé autour, et elle va faire 3 publications, une dans un bulletin de l'université de Varsovie sur Filigère, un autre un bulletin hollandais sur De Haan, un 3e dans la Gazette des Beaux-Arts sur Seguin, et finalement son livre va être elle va reprendre, elle va faire une sorte de synthèse dans Apollo aussi, et puis son livre va être un rassemblement, et d'ailleurs la structure du livre elle montre bien cela, c'est-à-dire elle va grouper les paysagistes, les politiques, un peu de chronologie et un peu de mouvement comme ça, parce que d'un point de vue conceptuel, elle partait sur une base figée dès le départ, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix que les gens vont se faire retrouver les gens et les associer. Je pense parce que peut-être aussi trop tenu à ces concepts d'école et autres, je pense qu'on crée des relations entre les artistes qui n'ont pas de raison d'être. Et donc, son livre a été immédiatement publié par les éditeurs à Londres, anglo-saxons à Londres aux États-Unis, et évidemment c'est devenu la référence, etc. Et donc, je me suis rendu compte combien ça avait contribué finalement à bloquer moi-même, jeune étudiant à ce moment-là, lorsqu'elle a sorti ce bouquin, je me suis rendu compte combien ça finalement s'est figé, c'est-à-dire toute étude sur l'école de Pont-Aven était quasiment impossible parce qu'il y avait cette thèse, qui n'était pas une thèse d'ailleurs, mais il y avait cette thèse de Jaworska, universitaire, renommée, polonaise, etc. Et donc, je pense que ça a bloqué pendant un certain temps les recherches. Et donc, mon idée, c'était en écrivant ce livre, donc ça a été de repartir de zéro, c'est-à-dire que j'ai mis en cause absolument toutes les informations. C'est-à-dire, c'est le moment pour moi de rendre hommage à Jean-François Bariel, le directeur de Hazan, qui malheureusement est quitté il y a quelques mois. Et j'étais très, très heureux qu'il ait pu lire en entier ce manuscrit, qu'on ait pu en parler avant qu'il ne disparaisse. Et Jean-François Bariel, dans nos discussions, il me disait il faut tout justifier. C'était un principe, et il disait, après avoir échangé sur plusieurs choses, il me disait vous êtes plus d'ailleurs un historien d'art de tendance américaine, ce que je crois être, plutôt qu'un historien de l'art d'esprit français, et donc ça veut dire que, et en effet j'ai été très marqué par exemple par des catalogues comme Van Gogh Gauguin, l'exposition de Chicago et Amsterdam, où il y a une très grande rigueur. J'ai été très marqué par les méthodes de travail de Victor Merlès pour les lettres de Gauguin, ou de Sylvie Trussard pour le catalogue raisonné de Gauguin. Tout doit être étudié, tout doit être justifié, etc. Alors, vous allez certainement trouver dans mon livre quelques éléments pour lesquels il n'y a pas de source, et ça peut arriver, mais là,
j'étais vraiment très content que cette méthode de travail corresponde à l'esprit de Jean-François Bariel, et donc ça a avancé comme ça, avec donc un ouvrage qui propose plusieurs niveaux de lecture. En même temps, c'est un ouvrage qui doit intéresser le public quel qu'il soit, donc il y a plusieurs niveaux, peut-être compliqués, mais je crois que chacun va trouver. Il y a à la fois des chapitres où on raconte l'histoire, et évidemment Gauguin est la figure dominante, et quoi qu'il arrive, etc. Et chaque séjour, les cartes sont redistribuées, différentes, et puis il y a les avant et après, il y a des choses qui sont... Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'Amiette, Cuno Amiette, qui pour moi est très, très important, parce que j'ai découvert, grâce à son petit-fils, j'ai pu avoir l'ensemble de la correspondance, donc une petite partie est simplement connue. Cuno Amiette n'a jamais rencontré Gauguin, Lacombe n'est jamais venu ici, il a rencontré Gauguin à Paris, etc. Donc ça supposait un propos assez souple, qui rend compte de ces relations entre les artistes. Et donc, cette souplesse se situe au niveau à la fois des notes, d'une chronologie très, très détaillée, et d'une anthologie à la fin. J'ai découvert certains textes très... Évidemment, vous allez me dire, oui, il y a un extrait du manuscrit de Maufra qu'on retrouve naturellement, mais il y a aussi d'autres choses, que, par exemple, un fragment d'un livre de Thornton qui est jamais édité nulle part, où il raconte, il est au Pouldu avec Gauguin, il va dans sa chambre, il raconte des choses tout à fait passionnantes, etc. Et donc, ça se lit un peu comme ça, à la fois avec des choses très, très documentées, et puis des choses qui sont beaucoup plus libres. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est surtout ces relations très simples et entre les artistes qui se retrouvent comme cela. Je dirais c'est beaucoup plus vivant et plus intéressant que tel qu'on l'imagine quand on classe comme ça les uns les autres, on fait des petits blocs année par année. C'est pas comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'ai essayé aussi de comprendre finalement ce que cette école de Pont-Aven avait apporté à Gauguin. L'une des choses qui m'a frappé, c'est un moment, quand il revient en 93, et il s'empresse d'écrire l'ancien culte maori, je parle de Gauguin, il s'empresse d'écrire l'ancien culte maori et Noa Noa, et il édite des gravures, tirées par voie, pour faire connaître, etc. Bon, jamais, à aucun moment, il ne va faire la même chose pour la Bretagne. C'est-à-dire, il n'a pas du tout cette vision. Il ne faut surtout pas comparer la notion de primitivisme et autres. Et ça, c'est une chose qui m'agace beaucoup, parce qu'il y a certains ouvrages qui sont allés comme ça, parce qu'on veut avoir une sorte de dénominateur commun comme ça, en mettant aussi en relation Gauguin, sa famille, sa position par rapport à sa femme, ses enfants et autres, et puis l'isolement, les voyages et autres. C'est pas comme ça. Il faut admettre que les gens sont totalement différents. Ce qui est certain, c'est que à Pont-Aven, quand on lit la correspondance de Gauguin, la phrase qui revient le plus, je ne fais pas Paris, mais presque, c'est « je suis revenu par la dette ». Et ça en dit tout finalement de ça. Sa relation avec la Bretagne. Premier voyage en 86, il vient parce qu'il a vraiment pris un sou, et c'est la seule solution. Il vient un peu comme tout le monde, etc. Et il va peindre ce que tout le monde peint. Ce qui est très étonnant à Pont-Aven, c'est que c'est une sorte de parenthèse, mais c'est une colonie invraisemblable. C'est un phénomène unique en Europe, une centaine d'artistes dans un village de 1000-1500 habitants, etc. C'est-à-dire que quand on compare avec tout ce qui a pu se faire à l'extérieur, toutes les autres colonies en Europe, comme aux États-Unis, Meskagen, Aramsevo, Kalvik, Vorspede, Dachau, Greswold, Pont-Aven est invraisemblable. Et même ça dépasse l'entendement quand on sait qu'il y a 100 ans, 120 ans ici, il y avait des compétitions de baseball, qu'on fêtait le 4 juillet américain, qu'on fêtait le jubilé de la reine d'Angleterre, enfin, que des filles de 18 ans, des Finlandaises venaient travailler ici. Enfin, c'est un phénomène absolument invraisemblable. Et donc, à côté de ça, finalement, qu'est-ce qui a été produit à Pont-Aven, comme en dehors des chefs-d'œuvre de Gauguin, etc. Souvent, ce sont des œuvres assez banales, finalement, parce que c'était souvent des modèles qui posaient devant des maisons, donc une femme, un enfant, et autres, des petites scènes comme ça, très, très simples, à répétition, des petites scènes du port aussi, mais souvent liées au moulin, comme on sait. Et finalement, ce qui est très étrange, c'est que j'essaie de comprendre, finalement, pourquoi tout le monde est venu là.
une ambiance de rapin essentiellement, une ambiance de... et que je me suis même à un moment, je me suis intéressé à tout l'aspect un peu érotique, parce que dans l'histoire, il y a évidemment des amours entre certains les bonnes dans les servantes dans les auberges, il y a des mariages, il y a ceux qui arrivent en couple, ceux qui n'ont pas. Ça, et puis je me disais finalement, qu'au fond, cette centaine de peintres le soir, il y a sur les modèles, il y a des histoires, etc. Mais ça pose vraiment, c'est un phénomène, à mon avis, qui n'est pas encore très expliqué. On dirait maintenant, les enfants diraient c'était un bon plan, c'est-à-dire c'était un bon plan, une bonne adresse. Il y avait évidemment des lieux agréables à peindre, des modèles pas chers, des hôtels marrants, des bourses, une ambiance comme ça, etc. Mais à quoi peut-on rapprocher? Est-ce que c'était un domaine tourisme? Je n'ai pas vraiment trouvé. Ce qui est bizarre, c'est que c'était vraiment un effet de mode tout à fait particulier, unique dans l'histoire de l'art. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut valoriser cela, parce que c'est d'autant plus qu'il y a eu des très grands peintres qui ont séjourné, mais c'est un phénomène très bizarre. Et donc, quand on examine ce phénomène, on dit finalement qu'est-ce que Gauguin on a tiré parti, je crois qu'il faut le voir. Et donc, premier voyage un peu neutre, et il part dès qu'il peut, donc c'est toujours l'histoire, je suis revenu par la tête, mais dès que je réussis à résorber la tête, je m'en vais. Il ne faut pas croire non plus que Marie-Jeanne Boinègre, et c'est comme ça, faisait crédit à tout le monde, c'est pas vrai du tout, il suffit de penser à Léopold Fargue et Maurice Thomas se faisant arrêter par la gendarmerie. Joseph Boinègre, une fois, avait réagi, avait envoyé les gendarmes après les jeunes peintres, les ont récupérés quand ils sont en train à Quimperlé. Des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. Mais le second voyage est très différent et c'est ce qui est intéressant chez Gauguin, c'est là, il a vraiment, il écrit d'ailleurs à sa femme, il faut que je vienne à je dis de mémoire, travailler 8 mois, 9 mois d'affilée pour se pénétrer des choses. C'est là qu'il va lire assez vite à Schönecker, quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. Et en fait, il va s'approprier la Bretagne sans avoir besoin de justifier, c'est-à-dire sans avoir besoin de se lancer dans des explications et autres. Il va, moi, être très étonné par exemple, il va dire devant les petites filles en haillons qui gardent une vache sur les falaises du Coudu, au bord des falaises du Coudu, il va dire elles ne se rendent même pas compte qu'il y a l'électricité, que la Tour Eiffel existe, etc. Aussi quand il dit, quand il voit les peintres américains, je suis au football devant le Vert d'Este, il dit à Filigère, mais en fait on a l'éternité devant nous, et eux ils sont en train de courir derrière un ballon de football. Et donc il y avait une approche comme cela, ce qui fait que quand à plusieurs moments, rares moments, cette période très euphorique de l'été 80, quand il s'est rétabli, quand il a pu récupérer la santé après Panama, où il y a une période vraiment de création très active, et puis ce moment très privilégié quand il est avec Meyer de Hahn, et quand il travaille depuis les comptes de la Villa Mauduit pendant environ 5 semaines, où ça va être une création vraiment totalement pure, dans un lieu extraordinaire, etc. Et ça, il le perçoit très bien, et je dirais le reste est beaucoup moins important. Il y a tellement de lettres, je vous invite à lire la correspondance, il y a tellement de lettres où il dit je n'ai même pas de pinceau, je n'ai même pas de matériel, je crève de faim, je ne sais pas quoi faire, j'attends un mandat, etc. Et donc sa relation avec la Bretagne n'a jamais été vraiment formulée, et je ne crois pas qu'il faille rechercher après, faire des théories sur la notion de primitivisme et autres. Simplement, il s'est senti vraiment dans un pays, il est revenu 5 fois, ce qui n'est pas rien. Il y a une jolie citation où il dit, à propos de toiles d'exposition juste avant qu'il meure, il dit à mon frère, les toiles de Bretagne sont devenues de l'eau de rose à cause de Tahiti, Tahiti deviendra de l'eau de Cologne à cause des marquises. Donc quand il part, il décide de quitter de Tahiti pour Ivaoa, il a cette perception que finalement, il y a à chaque fois une progression. Il faut jamais oublier qu'après son voyage à la Martinique en 87, son séjour un peu forcé à la Martinique, il n'a eu de cesse que de repartir. Pour lui, c'était à la fois c'était relativement simple, c'est-à-dire qu'il voulait repartir en dehors de la civilisation occidentale, parce que dans des îles ou autres, parce qu'on y travaille, on peut y vivre pour presque rien, c'est-à-dire on lève la main, il y a des fruits, et puis on se baisse, il y a du poisson, il y a des choses à récolter, et puis donc on peut vivre comme ça, ça coûte pas cher, il y a des modèles, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que
il avait l'idée de la nouveauté, c'est-à-dire il était, et en cela il était finalement assez moderne, c'est-à-dire il était persuadé qu'il fallait trouver des nouveaux sujets, c'est-à-dire quand il revient à la Latine la première fois, il est très attentif à l'écho et à la réception de ces tableaux avec des thèmes très, très nouveaux, et par la suite il n'aura de cesse que cela, c'est-à-dire il sait que pour vendre, et ce n'est pas le rabaisser que de dire ça, mais pour se faire connaître et autres, il faut proposer autre chose. Il ne faut pas suivre ce que font tous les peintres, etc. Et donc, chez lui, aller comme ça, aller à l'extérieur, aller en Bretagne à un certain moment, mais aller après, repartir vers les tropiques et autres, c'était cette volonté et puis aussi l'idée de fuir les tracasseries, l'administration, le milieu occidental, Nesca, etc. C'était évident. Mais en Bretagne, il a senti, mais il n'a jamais fait des thèmes pour surprendre comme cela. Il n'a jamais voulu, il n'a pas, même si en soi il a trouvé quand il peint la vision du sermon ou les autres scènes religieuses comme Christ jaune, Christ vert, etc. Il a la perception parce qu'il y a un milieu favorable qui est celui du spectacle des femmes, des enfants à l'église, une piété naïve, etc. Il a l'impression qu'il touche à un nouveau fond d'humanité qu'il ignore encore, qui n'est pas, et qu'il essaye de faire connaître à travers et faire ressentir à travers ses tableaux. Mais il n'a pas cette idée de l'étrangeté, il n'est pas une sorte d'ethnologue et autres, il y a une sorte de distance, et finalement, sa relation avec la Bretagne va être par la suite soit mal comprise, soit minorée. Je suis au fond de moi peu persuadé que par rapport à Pont-Aven, cette vie de Pont-Aven, il y a non seulement la complexité des séjours, de cet environnement. On voit bien la réaction des gens, comment associer Mauret à Gauguin, comment associer Vercade à Maufra, etc. Enfin, on sent qu'il y a une sorte de résistance. Et puis je pense qu'il y a une attitude aussi assez anti-bretonne. Je suis un peu choqué quand je vois les expositions sur les nabis. N'oublions pas quand même que Sérusier était le fondateur et que tout est venu de Pont-Aven. Je suis étonné de voir comment, quoi qu'il arrive, on privilégie dans des milieux comme il faut, des scènes parisiennes, des scènes mondaines, des belles scènes des intérieurs bourgeois et autres, etc. Et que finalement, on se détourne un peu la Bretagne comme si la boue collait un peu au sabot. Et ça, je pense qu'il y a une vision anti-bretonne comme si c'était folklorique, comme si c'était encore d'un domaine, presque la tradition, c'est-à-dire qui dit Bretagne dit finalement au XIXe siècle ou autre, la modernité parisienne, la modernité c'est les gares Saint-Lazare, de Monet ou autre chose, etc. Et donc je pense que ça a joué contre Pont-Aven, et je pense que ça continue encore maintenant, et que la vision est tout à fait tronquée et comment dire, et souvent elle est plus complexe. Si vous avez l'honneur de lire le livre, vous verrez qu'à un moment les relations entre les nabis et Gauguin sont extrêmement intéressantes. C'est le père, c'est le nabi de l'outre-mer, c'est l'aïeul, le nabi aïeul, c'est le nabi, il a droit à tous les surnoms contre les autres, et qu'en même temps il y a une sorte de méfiance des peintres, des jeunes peintres par rapport à son égard, parce que le milieu est compliqué avec des rivalités. Voilà, donc je suis à votre disposition. Donc je vous ai dit de manière un peu confuse, mais pour vous montrer cette approche qui a pris beaucoup de formes et qui renouvelle, j'en suis persuadé, un peu le propos, et qui apportera, maintenant beaucoup de livres sont déposés, qui apportera des nouveaux matériaux, des futures expositions, des futures publications que je souhaite nombreuses dans les années à venir. Merci de votre attention.